Je vais tout de suite, déjà vous dire que je suis très très heureux de faire votre connaissance au travers de ce webinaire. C'est assez exceptionnel. On fait relativement peu de webinaires, même si on a une volonté de relancer cette dynamique pour les mois qui viennent. Voilà, donc très heureux de faire la connaissance des uns et des autres. J'aurais préféré le faire en vous annonçant des nouvelles plus positives, mais en tout cas, on va essayer de passer l'heure qui vient à décrypter les résultats de l'indice de perception de la corruption, dont vous avez probablement entendu parler la semaine dernière. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer la présentation, je vais laisser la parole à Patrick Lefa, qui est président de Transparency International France, pour introduire le propos. Merci beaucoup, Florent. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés à l'heure dite pour ce rendez-vous. J'espère qu'il deviendra un rendez-vous régulier avec toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à nos sujets. Comme Florent l'a dit, donc, l'indice de perception de la corruption a été publié partout dans le monde à la même heure et dans des conditions qui sont effectivement assez exceptionnelles puisque il revient à tous les chapitres ou sections de Transparency International de commenter les résultats de cet indice pour leur pays dans un contexte thématique qui change d'une année à l'autre. Cette année, c'était sur le climat. Et donc, c'était la lecture, en fait, climat et corruption. Et donc, on va évoquer également ce sujet-là. Nous avons communiqué sur justement la dégradation de la note française en essayant d'expliciter les raisons pour lesquelles ce résultat était ainsi. Mais on va essayer, dans toute la mesure du possible, de répondre du mieux possible à vos questions sur la France et sur l'ensemble des pays, puisque c'est un indice qui cote 180 pays dans le monde. Alors, nous ne le commentons pas pour les 180 pays, puisque la présence de Transparency International dans le monde se limite à 98 sections officielles et une quinzaine d'autres pays dans lesquels nous avons des points de contact ou des sections en formation. Mais ça donne une vision d'ensemble. Voilà, donc on va décortiquer cela, on ouvre le moteur et on va essayer de vous donner les clés d'analyse les plus objectifs et les plus pertinents possibles par rapport à ces enjeux. C'est un indice de référence, un indice qui a une méthodologie qui n'a pas changé d'une année à l'autre. Elle est donc tout à fait constante, ce qui permet de voir les évolutions d'une année à l'autre. Et elle a été, disons, vérifiée. Elle est vérifiée régulièrement et en dernier lieu par la Commission européenne il y a 3-4 ans. Voilà, donc ce sont des données objectives sur lesquelles on va maintenant se pencher. Voilà, donc à votre écoute pour toutes les questions que vous ne manquerez pas de nous poser. À vous, Florent. Merci beaucoup, Patrick. Je ne sais pas si, du coup, Samuel, que vous connaissez pour les uns et les autres, tu souhaitais rajouter quelques Non, éléments. mais juste peut-être pour vous dire qu'effectivement, les dernières nouvelles, enfin, sur les dernières semaines ont été cataclysmiques. Il y a un lien assez fort qu'on peut faire quand même entre normes démocratiques, état de droit et lutte contre la corruption. Je vous ai présenté quelques éléments pour ce qui est de l'actualité qui est liée aux États-Unis, avec notamment la suspension du Foreign Corrupt Practice Act de 77, qui est à la base de la Convention de 97 sur la Convention de l'OCDE quand même. Donc on est dans un retournement de situation qui est quand même assez fort et qui est extrêmement inquiétant. Au niveau européen aussi, l'espace qui est laissé à la société civile se restreint et du coup, bon, bah, on est sur une position quand même qui est très défensive en fait.
Donc voilà, ce qui est renforcé par l'IPC. Voilà. Et les Florent. Merci beaucoup, Samuel. Effectivement, je pense qu'on y reviendra. Et aussi, pendant le temps de questions-réponses, j'imagine que vous aurez des réactions par rapport à ce contexte un peu plus global. Ce que je vous propose, c'est du coup de vous présenter un peu ce décryptage et puis qu'on garde un temps de questions-réponses en fin de webinaire. On est tout à fait disposé avec Patrick et Samuel à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir par rapport au sujet. Alors, je ne sais pas déjà si vous voyez bien la présentation. Oui, super. Avant de vous présenter les résultats, ça me semblait important parce qu'on a chaque année énormément de questions à ce sujet, de faire un tout petit zoom sur l'IPC et sur ce qu'est l'IPC. Vous rappelez très rapidement quel est son objectif. L'IPC, il a un objectif très précis, hein. L'IPC, il vise à mesurer la perception de la corruption dans le secteur public à travers le monde. Et dans cet objectif, il y a plusieurs mots qui sont importants. Le premier d'entre eux, c'est la perception. On est sur un indice qui va du coup mesurer la perception et non la matérialité de la corruption. Je pense qu'on y reviendra par la suite. Le deuxième mot qui est important, c'est le mot corruption, bien évidemment, sachant qu'on utilise ce mot avec une définition dans le cadre de l'IPC qui est assez large, puisqu'on intègre à la fois ce qui relève des atteintes à la probité, mais aussi ce qui relève des détournements de financement public et ce qui relève de l'influence indue. Donc on a une acception large des questions de corruption qui est capturée par cet indice. Et le troisième mot qui est important, c'est dans le secteur public, puisque cet indice, il se focalise sur la corruption dans le secteur public, à savoir au niveau de l'État, des collectivités et des administrations. Voilà, donc c'est important d'avoir en tête déjà le scope de cet indice de perception de la corruption. Comme le disait Patrick dans le cadre de son introduction, l'IPC, son avantage premier, c'est qu'il a une couverture géographique très large, puisqu'il couvre 180 pays. C'est presque, enfin 180 territoires, c'est presque 90% des pays dans le monde. C'est principalement des États qui sont du coup reconnus par la communauté internationale. Donc on est vraiment sur une couverture géographique inégalée et qui s'est étendue petit à petit au fil des années. L'IPC, c'est aussi l'agrégation de plusieurs sources. En réalité, au maximum, on agrège 13 sources. Cette année, l'indice qui a été calculé pour la France agrège 8 sources différentes. Et c'est des sources qui visent à la fois à donner à voir les pratiques corruptives au sens large, comme je l'ai dit, mais aussi les mécanismes de prévention de la corruption à travers le monde. Donc, il y a vraiment ces deux dimensions qui sont prises en compte par l'IPC, à la fois les pratiques, enfin la perception vis-à-vis des pratiques et la perception vis-à-vis des mécanismes de prévention de la corruption à travers le monde. Voilà, et puis le dernier élément par rapport à cet IPC, c'est que c'est un indice qui existe depuis 30 ans maintenant. C'est l'âge de Transparency International France, puisqu'on va fêter cette année, on vous en dira plus par la suite, nos 30 ans chez Transparency International France. Et ces 30 années d'existence de l'IPC, elles nous permettent pardon, d'avoir un recul historique assez important pour pouvoir avoir une analyse consolidée. Euh, du coup, l'IPC, comme je vous disais, il a plusieurs atouts. D'abord, le fait qu'on puisse comparer les scores des pays entre eux. Et ça, c'est important. Alors, il y a tout un traitement statistique assez complexe qui est réalisé par Transparency International. Mais en tout cas, ces scores-là, ils sont comparables d'un pays à l'autre. Et ça, c'est extrêmement important. Le deuxième atout, c'est qu'il y a une comparabilité temporelle. C'est-à-dire qu'on peut comparer le score sur l'IPC d'une année sur l'autre dans un pays donné. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça nous permet de pouvoir identifier ce qui relève de la conjoncture et ce qui relève de la tendance. Et donc, c'est extrêmement précieux pour nous qui cherchons à décrypter ces questions de corruption. Troisième atout, c'est la nature pluridimensionnelle du phénomène qui est prise en compte dans le cadre de l'IPC, puisque comme je vous l'ai dit, l'IPC, il est construit à partir de plusieurs sources de données qui traitent à la fois de l'état de droit, qui traitent
de l'influence indue, qui traite des atteintes à la probité. Et donc, c'est un indice qui permet véritablement de capturer, enfin de prendre en compte cette nature pluridimensionnelle du phénomène. Le quatrième atout, c'est que l'IPC, contrairement à pas mal d'autres indices ou d'autres indicateurs de référence qui sont produits, il est actualisé annuellement. Et cette actualisation annuelle nous permet, encore une fois, de bien distinguer ce qui relève de la conjoncture et ce qui relève de la tendance. Donc, c'est extrêmement précieux pour nous. Le cinquième atout, c'est le fait que on se base du coup sur une base de données, enfin sur une collecte et une analyse des données qui est extrêmement robuste, puisque en termes de sources de données, c'est des données qui sont produites par des acteurs qui sont reconnus. On pourra peut-être en reparler dans le cadre des questions, mais c'est des acteurs de référence dans le domaine. Et en ce qui concerne le traitement, il y a un système de double check qui existe pour traiter et pour calculer le score de l'IPC, avec à la fois un calcul qui est fait en interne chez Transparency International et un deuxième calcul qui est fait, qui est réalisé par des chercheurs qui ne sont pas affiliés à Transparency International, ce qui permet vraiment d'avoir une vérification et une robustesse extrêmement importante des résultats. Et puis, le dernier atout, alors qui peut aussi constituer une faiblesse, et j'imagine qu'on y reviendra dans le cadre des discussions qu'on va avoir ensemble, c'est que l'indice de perception de la corruption, comme son nom l'indique, il mesure la perception de la corruption. Et cette perception, elle est importante parce que la corruption, elle se construit en lien avec les questions de confiance vis-à-vis du personnel politique, vis-à-vis des institutions. Et donc, elle joue elle a une place centrale dans cette construction de la confiance. Et la perception, elle peut aussi avoir une fonction performative, c'est-à-dire qu'elle va contribuer à façonner des comportements qui peuvent engendrer des pratiques corruptives. Donc cette perception, elle a une importance particulière. Néanmoins, on sait que cet indice de perception de la corruption, il a certaines limites qu'il faut bien avoir à l'esprit. La première d'entre elles, et je l'ai dit, c'est un indice qui mesure la perception de la corruption dans le secteur public. Donc, il n'y a pas de prise en compte de la corruption au sein du secteur privé. Donc, ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Cet indice de perception de la corruption, il ne prend pas en compte la question des flux financiers illicites et plus globalement des flux transnationaux financiers. Donc, toutes les questions de recyclage de l'argent sale, par exemple. Et c'est ce qui peut expliquer, dans une certaine mesure, le fait que certains pays soient classés au-dessus de pays qui nous semblent relativement vertueux en matière de lutte contre la corruption, parce que cette dimension-là n'est pas prise en compte. N'est pas prise en compte également dans le cadre de l'IPC, ce qu'on appelle l'exportation de la corruption, c'est-à-dire le comportement des entreprises à l'étranger qui peuvent du coup avoir des pratiques corruptives vis-à-vis d'agents publics étrangers. Ce phénomène-là, il n'est pas pris en compte dans le cadre de cette IPC. Par contre, au niveau du mouvement Transparency International, on essaie de produire régulièrement un rapport sur l'exportation de la corruption qui permet de donner à voir ce phénomène-là. Et puis, dernier élément qui n'est pas pris en compte dans le cadre de cette IPC, c'est la manifestation ou la matérialité de la corruption, puisque on se base, comme on disait, sur des perceptions et pas sur les infractions ou les condamnations prononcées. Donc, pour finir sur cette partie un peu introductive sur l'IPC, c'est un indice de référence, mais qui, comme tous ces indices, a ses limites. Et c'est pour ça que c'est intéressant, et ce qu'on essaiera de faire dans la dernière partie de ce webinaire, c'est intéressant de le confronter à un certain nombre d'autres sources qui prennent en compte d'autres aspects pour avoir une vision globale du coup, du phénomène de corruption. Alors, vous présenter maintenant les résultats, et je vais présenter d'abord ces résultats au niveau mondial et je vais redescendre ensuite au niveau européen et pour finir au niveau français. Donc au niveau mondial, ce qu'on constate, c'est que globalement, sur les 12 années passées, on a un combat contre la corruption qui marque le pas, voire une situation qui s'est dégradée dans pas mal de pays. Là, je vous projette du coup
l'évolution de cette IPC à l'échelle mondiale au cours des 12 dernières années. Et on voit qu'il y a 32 pays qui ont amélioré leur score en matière d'IPC, 47 pays qui ont vu leur score du coup reculer et 101 pays qui ont stagné. Donc on est quand même sur un constat qui est relativement amer en matière de recul de la perception de la corruption dans le monde qui donne à réfléchir. Euh, si on regarde au niveau mondial, on a un score moyen sur l'indice de perception de la corruption qui est de 43. Donc, c'est pas extrêmement glorieux, puisqu'on est en dessous des 50, puisqu'on est sur une échelle, enfin, des 50 qui constituent le milieu de l'échelle de l'IPC, puisqu'on est sur une échelle de 0 à 100 sur l'indice de perception de la corruption. Il faut savoir qu'il y a 2 tiers des pays qui possèdent un IPC en dessous de 50. Donc on voit qu'il y a des grosses marges de progrès qui existent à l'échelle internationale pour évoluer pour évoluer dans le bon sens en matière de lutte contre la corruption. Alors si on regarde maintenant le classement des pays et qu'on regarde les 2 extrémités, on voit que au niveau des 10 premiers pays, on a une relative stabilité. Alors, il y a des changements hein, dans ce classement, mais globalement, il y a une stabilité relative des différents pays. Sur le podium de tête, on retrouve le Danemark, la Finlande et Singapour. Sur sur la queue du classement, on retrouve principalement du coup des pays qui sont considérés soit dans une situation de conflit, soit dans une situation de une corrélation aussi entre la situation de fragilité des pays et naturellement l'indice de perception de la corruption. Au niveau mondial encore, et ça fait le lien avec ce que disait Samuel, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a une forte corrélation entre perception de la corruption d'une part et vitalité démocratique. Je vous ai du coup projeté ici le score moyen des pays en fonction de leur catégorisation au regard de leur vitalité démocratique. Et ce qu'on voit, c'est que le score moyen des pays qui sont considérés comme des démocraties complètes, du coup, se situe à 73. Le score moyen, à contrario, le score moyen du coup des pays qui sont du coup considérés comme étant autoritaires se situe du coup à 33. Donc on voit qu'il y a une forte corrélation entre la vitalité démocratique et le score sur l'IPC. Il y a aussi une forte corrélation, et à nouveau ça reboucle sur ce que disait Samuel, entre le degré d'ouverture de l'espace civique et le score sur l'indice de perception de la corruption, puisque en gros, les pays qui ont un indice, qui sont considérés comme des espaces civiques ouverts ont en moyenne un indice de perception de la corruption qui se situe à 70. Voilà pour les principales corrélations que je voulais vous présenter. Ces évolutions et ces constats, du coup, ils entrent en résonance avec quelques grandes tendances structurelles. La première tendance, et je pense qu'on en a tous conscience, c'est vraiment cette crise du multilatéralisme qui peut freiner les progrès en matière de détection et de sanction de la corruption. On sait que il y a une coopération judiciaire qui reste quand même compliquée à l'échelle internationale. Il y a du coup des organismes multilatéraux qui étaient en charge de la régulation qui sont en perte de vitesse, et puis il y a une sorte de course, il y a une perspective de course à une sorte de dumping en matière de régulation qui peut fragiliser un peu la lutte contre la corruption. La deuxième tendance structurelle, et qui est en lien avec ce que je disais juste avant, c'est la convergence entre les combats pro-démocratie et la lutte contre la corruption, qui est en lien avec cette corrélation qui existe entre vitalité démocratique et lutte contre la corruption. La troisième tendance structurelle qui est notable, c'est cette perspective. Alors pour l'instant, ça reste une perspective, mais comme le disait Samuel, on entre dans une ère
bien particulière, une période où on a l'impression qu'il y a un risque assez important de remise en cause de certaines règles en matière de transparence. Et là, je ne parle pas uniquement de la transparence de la vie publique, mais de la transparence de manière globale. Et puis, quatrième tendance structurelle, l'horizon d'une ingérence étrangère qui soit renforcée avec un poids enfin, un poids croissant des dynamiques qu'on observe sur les réseaux sociaux en la matière. On a vu ce qui s'était passé en Moldavie, en Géorgie, en Allemagne et aux États-Unis. Voilà, c'est quelque chose qui est inquiétant et qui, dans une certaine mesure, peut avoir un lien avec ces enjeux de perception de la corruption. Voilà au niveau international. Maintenant, si on passe au niveau européen, ce qu'on perçoit, c'est que globalement, il y a des scores qui sont en baisse en Europe de l'Ouest, puisque on a 19 des 31 pays du panel qui marquent un recul de leur score en matière d'IPC, et on a simplement 6 pays qui progressent au niveau de leur score de l'IPC. Ce recul il est particulièrement important pour les pays qui sont considérés comme des grandes démocraties. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la France, on en reparlera tout à l'heure. Mais ce recul, il n'épargne pas non plus des pays qui semblaient jusqu'à présent être très vertueux en matière de lutte contre la corruption, puisque la Norvège et la Suède, tous deux, enregistrent leur score le plus bas en matière d'IPC. Alors, comment on l'explique globalement ce recul de l'IPC au niveau européen? Une des explications qui nous est communiqué par Transparency International au niveau du mouvement, c'est la difficulté d'accès au marché public, ce qui corrobore des observations qui ont été formulées par la Cour des comptes européenne il y a quelques mois. Et bien évidemment, au-delà de ça, une défiance accrue vis-à-vis des démocraties et des institutions démocratiques. Il y a une recherche qui vient de sortir de l'université de Southampton, qui est la recherche actuelle la plus complète sur le sujet, sur ces questions de défiance démocratique, puisqu'elle balaye enfin, cette question sur 132 pays et qui montre bien le renforcement de cette défiance. Et au niveau français, on le verra, il y a d'autres études qui pointent aussi dans cette direction. L'autre élément qui est commun à un certain nombre de pays européens, c'est le manque de moyens qui sont dédiés aux politiques de lutte contre la corruption, euh, qui est assez criant dans un certain nombre de pays. Et puis, cette année, dans le cadre des publications du mouvement Transparency International, on a souhaité aussi attirer l'attention sur la situation préoccupante de plusieurs pays. En premier lieu, l'Italie, puisque vous le savez peut-être, il y a un certain nombre de politiques publiques et de règles qui ont évolué, qui ont été dans la direction d'une décriminalisation des abus de pouvoir des agents publics, euh, un affaiblissement du contrôle des relations entre le secteur public et la criminalité organisée, une gestion qui est considérée comme étant non rigoureuse des financements attribués dans le cadre du plan de relance, et puis un contrôle de l'activité des lobbies qui reste relativement fragile en Italie. En Slovaquie aussi, il y a une situation qui est extrêmement inquiétante, qui est liée à plusieurs choses, mais notamment des évolutions législatives qui ont restreint la liberté de la presse, le blocage de certaines investigations sur des grandes affaires de lutte contre la corruption, et puis la suppression de certains leviers dans le combat contre la corruption. Et puis en Hongrie, j'imagine que vous êtes bien au fait de l'actualité, mais nous, on la suit énormément parce que on a un chapitre national TI Hongrie qui est confronté à des difficultés particulières au regard des orientations politiques du gouvernement en place.
Euh, voilà au niveau européen. On en arrive maintenant à la situation française. Je vais vous partager les constats qu'on fait dans le cadre de la publication de l'IPC et ensuite on essayera d'avoir un regard croisé en valorisant du coup les données dont on dispose via d'autres sources, puisque comme je vous le disais, c'est toujours important de croiser les résultats de l'indice de perception de la corruption avec d'autres sources de données qui vont aborder le phénomène de corruption sous différents angles. Euh, la situation en France, elle est inédite, comme l'a indiqué Patrick, notamment dans son introduction, à plusieurs égards. Premièrement, elle est inédite parce qu'on atteint un score qui est historiquement bas. On atteint le score de 67, c'est un score inédit pour la France. Cette situation, elle est inédite aussi en termes de recul et en termes de dynamique, puisqu'on perd 5 places. C'est pareil, ce recul, ce déclassement et la violence de ce déclassement, elle est totalement inédite. Et puis, la situation, elle est inédite aussi parce qu'on atteint un rang qui est le 25e rang qu'on n'avait jamais atteint par le passé. Et du coup, ça nous place dans une situation qui est quand même relativement inquiétante puisque on se situe en dessous du score moyen des pays considérés comme des démocraties complètes, puisque comme je vous l'ai dit, ce score moyen est de 73. Et on se situe aussi en dessous de la moyenne des pays qui disposent d'un espace civique ouvert, puisque ce score, le score moyen de ces pays-là se situe à 70. Alors nous, chez Transparency International, on a essayé du coup de comprendre ce recul extrêmement fort du score de la France et on l'explique par... Alors on est encore une fois sur de la perception de la corruption et donc du coup on l'explique par une triple crise de confiance. Une crise de confiance vis-à-vis du personnel politique qui est lié à la fois euh, à la médiatisation de grandes affaires politico-financières qui ont du coup concerné des personnalités politiques de premier rang. On y reviendra peut-être dans le cadre de la discussion qu'on va avoir ensuite. Euh, Cette défiance vis-à-vis du personnel politique, elle est aussi liée, il nous semble, à l'abandon progressif de la doctrine d'une république exemplaire, puisque on l'a vu au cours de ces derniers mois, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises et qui semblent contraster avec ce qui était annoncé en 2017 pour essayer de concrétiser cette promesse de république exemplaire. Ça vaut pour le maintien en fonction de ministres mis en examen, mais c'est aussi le cas des réflexions actuelles sur la question du cumul des mandats et qui peuvent participer à ce sentiment de recul en matière d'exemplarité de la République. Et puis cette défiance vis-à-vis du personnel politique, elle est aussi liée de manière assez mécanique avec l'instabilité politique, puisque qui dit instabilité politique dit un certain nombre de négociations et d'arrangements aux coulisses qui ont pu du coup générer une forme de suspicion par les citoyens. La deuxième crise de confiance, c'est celle dans la capacité de l'action publique à répondre efficacement à ce problème de corruption. Encore une fois, on est sur de la perception, hein. Là, on ne se prononce pas à notre niveau sur la capacité effective, mais en tout cas, il y a cette perception-là qui est liée, il nous semble, à la fois d'une part au fait que la corruption est devenue de plus en plus incarnée au cours de l'année 2024, puisque on a lié ces enjeux de corruption à des préoccupations qui concernent les Français au quotidien. On a entendu parler de corruption dans le cadre des débats sur le narcotrafic, on a entendu parler de corruption dans le cadre, enfin, en lien avec des enjeux de santé publique et de santé des consommateurs dans le cadre de l'affaire Nestlé Waters. Et donc, du coup, on a d'une part un phénomène de corruption qui est peut-être plus incarné qu'il n'a été par le passé, puisqu'on associait la corruption à des grandes affaires politico-financières. Et en parallèle de ça, le sentiment du coup d'une impuissance de la part des pouvoirs publics à enrayer ce phénomène corruptif, puisque on a les personnes interrogées ont ce sentiment du coup d'un accroissement de l'ampleur de la corruption malgré les efforts des pouvoirs publics. Et la troisième crise de confiance, c'est la crise de confiance dans la capacité de régulation de l'interface
public-privé, ou en tout cas la capacité des pouvoirs publics à combattre la capture de l'intérêt général par des intérêts privés au regard des grandes affaires assez retentissantes qui ont concerné à la fois l'ampleur des initiatives de lobbying dans la construction des politiques publiques, l'interférence des cabinets de conseil également dans la construction des politiques publiques. On a tous en tête notamment l'affaire McKinsey. Et puis aussi cette question de l'accès, enfin de l'opacité accrue en matière d'accès à la commande publique qui a pu expliquer cette crise de confiance dans la capacité des pouvoirs publics à réguler cette interface publique-privée. Donc voilà quelle est l'interprétation un peu globale. Je pense qu'on y reviendra par la suite. Mais comme je vous le disais, pour aller un peu plus finement, essayer d'interpréter ces résultats plus finement, il nous semble intéressant aussi de confronter ces résultats à 3 sources qui nous semblent être des sources de référence en matière enfin, pour essayer de comprendre le phénomène de corruption. La première source, c'est l'enquête sur l'attitude des Français vis-à-vis de la corruption. C'est une enquête qu'on a réalisée en lien avec la Fondation Jean Jaurès en décembre 2023. La deuxième source, c'est l'Eurobaromètre de l'attitude des citoyens vis-à-vis de la corruption dans l'Union européenne qui a été publié par la Commission européenne en juillet 2024. Et ces 2 sources, comme l'IPC, elles permettent de mieux comprendre la perception de la corruption. On a une 3e source, qui est une source extrêmement précieuse, qui est la note d'analyse qu'a produite du coup l'Agence française anticorruption sur les décisions de justice de première instance en matière d'atteinte à la probité et qui couvre la période 2021-2022. Et c'est intéressant parce que c'est c'est la source la plus exhaustive pour essayer de caractériser la matérialité de la corruption. Donc, ce que je vous propose rapidement, avant de vous donner la parole pour le temps de questions-réponses, c'est d'essayer de tirer déjà de voir si ce qu'on constate dans le cadre de l'IPC se retrouve dans les sources qui concernent la perception de la corruption, et ensuite de voir s'il existe une forme de distorsion entre perception de la corruption et manifestation de la corruption. Hop, alors, tac. Donc, si on regarde d'abord les sources de données qui concernent la perception de la corruption et qui sont du coup de même nature que l'indice de perception de la corruption. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une relative convergence des constats qui sont dressés. Le premier constat, c'est le sentiment partagé d'une corruption qui est répandue en France. À gauche, je vous ai mis du coup les résultats de l'Eurobaromètre. À droite, les résultats de l'enquête qu'on a menée avec la Fondation Jean Jaurès du coup en décembre 2023. Et ce qu'on voit, c'est que globalement en France, au niveau de l'Eurobaromètre, il y a autour de 75% des répondants qui considèrent que la corruption existe au niveau des institutions publiques nationales, locales ou régionales. Et du côté de l'enquête qu'on a réalisée avec la Fondation Jean Jaurès, on voit que autour de 87% des personnes interrogées considèrent que les personnes exerçant des responsabilités sont corrompues. Et donc, du coup, ça confirme un peu ce sentiment cette perception de la corruption comme étant un phénomène répandu en France. Ce qu'on voit aussi dans ces chiffres-là, c'est que globalement, en France, on a un pessimisme social, c'est-à-dire qu'on est plus pessimiste sur la situation que la moyenne des Européens. Le deuxième constat qui est convergent entre les différentes enquêtes, c'est le fait qu'il y a un sentiment de progression de la corruption. Après, on verra si ce sentiment de progression, il se vérifie dans la matérialité de la corruption, mais en tout cas, c'est un sentiment qui du coup, est mis en valeur dans les différentes enquêtes sur la perception de la corruption. Ce qu'on voit, encore une fois, sur la gauche est issu de l'Eurobaromètre, et on voit en gros qu'en France, il y a 89% des personnes qui considèrent qu'au cours des 3 dernières années, le niveau de corruption a augmenté. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer ce chiffre-là avec le sentiment de progression de la corruption au niveau européen.
Et au niveau européen, il y a seulement non, il y a 86% des répondants qui considèrent que la corruption a augmenté, augmenté ou resté la même. Et donc, du coup, on voit dans ces chiffres encore la forme de pessimisme, en tout cas la vision dégradée qu'on a, nous, en tant que Français, des évolutions en matière de développement de la corruption. À droite, c'est toujours l'étude qu'on a réalisée avec la Fondation Jean Jaurès et qui montre des chiffres qui sont quasiment similaires en réalité à l'Eurobaromètre, ce qui est plutôt rassurant en matière d'échantillonnage, puisque on a du coup près de 92% des répondants qui considèrent que la corruption a soit augmenté, soit stagné au cours des dernières années. Donc voilà, il y a un sentiment partagé en France de progression de la corruption qui, du coup, est mis en valeur par les différentes enquêtes en la matière. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les différentes enquêtes, elles mettent en valeur le fait que le sentiment euh, qui est lié au développement de la corruption, il n'est pas nécessairement corrélé à l'expérience quotidienne de la corruption. Si on regarde les chiffres, globalement, en France, il y a 84% des répondants qui estiment qu'ils ne sont pas personnellement touchés par la corruption, ce qui est un chiffre, du coup, euh, plus élevé que celui qui est constaté au niveau européen, puisqu'au niveau européen, il y a 72% des répondants qui considèrent qu'ils ne sont pas concernés au quotidien par la corruption. Et du coup, c'est assez étonnant et assez paradoxal par rapport aux chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, avec un sentiment plus important au niveau français d'une dégradation de la situation en matière de corruption au niveau français par rapport aux réponses au niveau européen. Et on le voit au niveau aussi de l'enquête qu'on a réalisée, qui se situe toujours sur la droite, en 2023, on a 74% des répondants qui considèrent qu'ils n'ont pas été globalement confrontés à des pratiques corruptives. Néanmoins, on pourrait se réjouir de ce chiffre, mais bon, il faut voir le verre à moitié vide et pardon, le verre à moitié plein, mais il y a quand même le verre à moitié vide, à moitié vide, c'est-à-dire qu'il y a quand même 26% des répondants dans le cadre de notre enquête qui indiquent avoir été potentiellement et personnellement confrontés à une pratique corruptive. Donc ça pose quand même question. Et dans le cadre de cette enquête, on a aussi une question qui concerne le fait d'avoir entendu parler par des proches de pratiques corruptives. Et il y a à ce moment-là 4 Français sur 10 qui ont entendu par des proches le fait que, enfin, qu'ils ou elles aient été confrontés à des pratiques corruptives. Donc c'est quand même un chiffre qui est pas négligeable, alors qui ne veut pas non plus dire que il se traduit dans la matérialisation de la corruption, mais qui quand même pose question et qui permet d'éclairer le fait qu'il n'y a pas une décorrélation totale entre perception de la corruption et, manifestation et expérience de la corruption dans le quotidien des citoyens. Euh, Autre élément de convergence entre les différentes études, euh, globalement, les personnalités qui sont perçues comme étant les plus corrompues sont globalement les personnalités au niveau, enfin les élus au niveau national, les partis politiques et du coup les parlementaires, enfin parmi les élus, les parlementaires qui occupent une place particulière. On voit que les dirigeants d'entreprise ou du coup la justice ou d'autres professions apparaissent bien plus loin dans le classement. Donc il y a une forme de convergence qui montre que ce sentiment de corruption, il est très concentré vis-à-vis d'une partie des acteurs du paysage. Euh, voilà, et puis le dernier point de convergence entre ces études sur la perception de la corruption, c'est du coup, et c'est peut-être dans une certaine mesure assez rassurant, euh, le fait que une partie des répondants continue à percevoir la justice comme étant du coup euh,
l'un des acteurs les mieux armés pour combattre du coup la corruption aux côtés de la police et des lanceurs d'alerte. L'État n'arrivant, en tout cas dans notre sondage, qu'en troisième position, avec des niveaux qui sont relativement faibles. Et du coup, ça corrobore l'interprétation que je vous disais, enfin que je vous partageais tout à l'heure par rapport au recul de la France sur l'indice de perception de la corruption, avec cette crise de confiance dans la capacité des pouvoirs publics à du coup combattre efficacement la corruption. Voilà en ce qui concerne les études qui concernent la perception de la corruption. Comme je vous le disais, ce qui est intéressant maintenant, du coup, c'est de confronter la perception de la corruption avec la seule source, enfin la source la plus exhaustive dont on dispose, qui concerne la matérialité de la corruption, la manifestation de la corruption. Alors, il y a certains constats qui sont parallèles, c'est-à-dire une perception qui s'ancre dans une évolution matérielle euh, qui corrobore le sentiment des citoyens. Premièrement, le sentiment d'augmentation des atteintes à la probité qui est capturé par notre indice de perception de la corruption et qui est capturé par les enquêtes que je viens de vous citer, eh ben, il se traduit, enfin, il est en lien en réalité avec une augmentation des atteintes à la probité détectées entre 2016 et 2023, puisque ces atteintes à la probité, elles ont augmenté de 35%. Quand on dit ça, on ne dit pas si ces atteintes à la probité, enfin la détection de ces atteintes à la probité est liée soit à une meilleure capacité de détection de ces atteintes à la probité, soit à une plus grande ampleur du phénomène. Néanmoins, il y a une augmentation des atteintes à la probité qui ont été détectées durant cette période. Le deuxième élément que corrobore du coup l'analyse de l'AFA par rapport à notre indice de perception de la corruption, c'est le fait qu'en réalité, le phénomène de la corruption dans le secteur public, il touche tous les échelons. Et là, les Français qui ont répondu aux enquêtes dont je vous ai parlé, de plus en plus considèrent que tous les échelons sont concernés, euh, même s'il y a une confiance, enfin un sentiment de proximité, une confiance qui reste un petit peu plus important vis-à-vis des échelons locaux et en particulier vis-à-vis des maires, globalement, il y a un sentiment de corruption qui concerne tous les échelons et qui est corroboré du coup par les atteintes à la probité qui figurent, enfin, qui sont détectées et condamnées. Et puis, le dernier élément qui est important de souligner, c'est le fait que la justice passe dans ces affaires de corruption. Comme je vous le disais, les citoyens ont relativement confiance dans le système de justice, en tout cas dans la capacité de la justice à être un des acteurs clés de la lutte contre la corruption. Et je vous ai mis le petit graphique sur la droite qui est issu de la note d'analyse de l'AFA. Et on voit que, en gros, il y a 60% des affaires jugées qui aboutissent à une déclaration de culpabilité. Voilà. Par contre, au-delà de ces convergences entre perception... Je pense qu'il y a un petit problème de micro. Je vais couper le micro. Ah, voilà, c'est bon. Au-delà de la convergence entre perception de la corruption et matérialisation de la corruption, il y a quand même quelques distorsions qui existent entre les perceptions et la matérialité du phénomène. La première distorsion, c'est le fait que, comme je vous le disais, les citoyens perçoivent le phénomène corruptif comme étant un phénomène qui concerne principalement le secteur public, alors que les chiffres de la femme montrent qu'en réalité, c'est un phénomène qui concerne aussi bien le secteur public que du coup le secteur privé. Et ce qui est intéressant dans ce diagramme que je vous présente, c'est de voir que les élus figurent en quatrième position. Alors bien évidemment, il faudrait, pour être tout à fait scientifiquement rigoureux, contrôler ces pourcentages par le poids
populations qui sont concernées. Voilà, contrôler ce pourcentage par le nombre d'élus en France, contrôler le pourcentage qu'on perçoit pour les particuliers par le nombre de particuliers en France. Mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est que, en gros, la perception de la corruption, elle est, dans une certaine mesure, décorrélée du phénomène de corruption parce qu'il est beaucoup plus répandu dans une diversité de secteurs que ce que considèrent les citoyens. La deuxième distorsion qu'on observe, c'est du coup sur qui est à l'origine de la détection de la corruption. La note de l'AFA montre que la première source de détection de la corruption, c'est l'activation de l'article 40, donc des personnes qui sont en poste dans le secteur public et qui vont du coup lancer l'alerte. Et ça, dans une certaine mesure, c'est relativement dissonant par rapport à la perception que les citoyens ont des lanceurs d'alerte qui sont généralement pas associés à des profils de personnes qui travaillent dans l'administration, comme le montre le sondage qui a été réalisé, enfin les deux sondages que je vous ai tout à l'heure projetés. Voilà. Donc en conclusion, parce que j'avais prévu d'échanger aussi, enfin en tout cas de vous présenter des éléments sur le lien entre corruption et changement climatique. Là, comme on a un petit peu dépassé le temps de présentation qui était prévu, je pense qu'on va pouvoir aborder ce sujet plus tôt dans le cadre de la session de questions-réponses. Mais en conclusion, vous dire que globalement, l'indice de perception de la corruption pour la France, il met en valeur une dégradation de la perception de la corruption. D'un point de vue scientifique, il peut y avoir trois facteurs explicatifs. Premier facteur, il y a une plus grande visibilité de cette question de la corruption qui engendre une dégradation de la perception de la corruption. Deuxième facteur explicatif, il y a une meilleure détection des atteintes à la probité et d'identification de faits euh, des faits de corruption qui est lié à une efficacité de la justice, etc., qui peut expliquer cette dégradation de la perception de la corruption. Troisième facteur explicatif, il y a une augmentation, il y a une augmentation de l'ampleur du phénomène de corruption en France. Malgré le croisement des différentes sources que je vous ai partagées, c'est compliqué de donner un poids à chacun de ces facteurs dans l'explication de la dégradation de la perception de la corruption. Vraisemblablement, c'est un cumul de ces trois facteurs qui peut expliquer en France ce sentiment de dégradation de la perception de la corruption. Voilà, donc je vous laisse du coup la parole désormais pour pouvoir poser vos questions. On va essayer d'y répondre avec Patrick et Samuel pour être le plus clair possible au regard des interrogations que vous pouvez avoir. Y a-t-il des questions? Il ne faut pas être timide. On répondra à toutes vos questions, y compris peut-être des questions qui seraient en lien avec le début de mon intervention que certains ou certaines ont peut-être manqué. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est un résultat qui est quand même assez, qui a surpris probablement les uns et les autres. Et du coup, on est vraiment là pour pouvoir répondre à vos interrogations. Et si vous préférez, vous pouvez aussi écrire vos questions sur le chat. On y répondra également. C'est pas toujours évident d'intervenir au milieu d'autant de participants. Bonjour, je vais profiter alors parce que déjà je vais m'excuser parce que j'avais 10 minutes de retard donc préparer une réunion. Et alors peut-être si c'est possible, hein, mais juste rappeler peut-être là, en introduction ce que vous avez donné comme élément, justement un peu notre surprise quand on a découvert
la rétrogradation de quelques places là, dans le classement de la France. Donc bah, là, après, j'ai pu voilà, avoir vos éléments là, sur la suite de la présentation, mais peut-être voilà, ce que, en tout cas, on a vu aussi passer dans les informations, c'est que principalement, c'est dû à beaucoup d'affaires de nos chers politiques, notamment, mais on comprend que c'est pas que ça. Donc peut-être, voilà, excusez-moi de devoir peut-être vous faire répéter, mais quelques éléments essentiels là, sur cette rétrogradation. Ouais. Merci. Du coup, ben, pas de souci. Nous, on l'interprète comme, enfin, comme on l'a indiqué, hein, on parle vraiment de perception de la corruption, et donc nous, on l'interprète comme étant la conséquence d'une triple crise de confiance. Premièrement, effectivement, une crise de confiance, comme vous l'avez dit, dans le personnel politique en lien avec les grandes affaires médiatisées qui ont concerné des personnalités de premier rang, mais aussi en lien avec l'instabilité politique, puisque qui dit instabilité politique dit un certain nombre de négociations en coulisses qui peuvent du coup susciter une forme de suspicion, hein, de la part des citoyens, et puis aussi toujours dans cette défiance vis-à-vis du personnel politique, cette question enfin, en tout cas ce sentiment qui peut être partagé par les observateurs du fait que il y a un recul de la doctrine de la République exemplaire, puisque, comme vous le savez, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises durant les derniers mois et qui peuvent donner l'impression aux observateurs, enfin aux experts qui ont travaillé à cet IPC, que du coup l'exécutif revient sur sa promesse de République exemplaire. Donc ça, c'est la défiance vis-à-vis de personnel politique. Ensuite, il y a une défiance qui est corroborée du coup par les constats que j'ai partagés ensuite issus des différentes enquêtes, une défiance dans la capacité de l'action publique à effectivement du coup régler ou en tout cas faire reculer effectivement la corruption. Globalement, d'une part, on a eu euh, un phénomène de corruption qui s'est davantage incarné dans les problématiques du quotidien des Français, puisque on a parlé de corruption en lien avec les questions de narcotrafic, on a parlé de corruption en lien avec des questions de santé des consommateurs dans le cadre de l'affaire Nestlé Waters. Donc il y a une incarnation croissante de cette question de la corruption qui est plus vue comme étant lointaine, en lien avec des affaires politico-financières, mais comme étant en lien avec des enjeux de proximité. Et en parallèle de ça, comme on a beaucoup communiqué sur la progression du narcotrafic et ces problématiques-là, il y a un sentiment d'impuissance des pouvoirs publics à régler ce problème. Et puis la troisième crise de confiance, c'est la crise de confiance dans la capacité des pouvoirs publics à réguler l'interface publique-privée, puisqu'il y a eu quand même des grosses affaires, notamment sur l'interférence des lobbies dans la construction des politiques publiques, qui ont fait un peu les titres de la presse, les affaires qui ont concerné aussi l'implication des cabinets de conseil dans la définition et dans la mise en œuvre du coup des politiques publiques. Notamment, on a en tête l'affaire McKinsey. Donc voilà, c'est vraiment cette triple crise de confiance qui nous semble être à l'origine de cette dégradation assez brutale, qui est liée en réalité en grande partie au contexte politique et institutionnel auquel on est confronté, et qui est corroboré d'ailleurs par d'autres études, puisque le jour même de la sortie de l'IPC, en parallèle, il y avait cette publication du CEVIPOF qui sortait et qui confirmait cette crise de confiance assez généralisée dans le système démocratique. Donc voilà, c'est comme ça en tout cas que nous, on l'interprète chez Transparency. Merci beaucoup pour ce rattrapage. Et il y a une question dans le chat très intéressante, ce que j'allais vous demander sur le rappel de la méthodologie. Là. Merci. Alors l'IPC, comme je le disais un peu en introduction, c'est un indice qui agrège plusieurs sources de données. Des sources de données qui sont produites par une diversité d'acteurs qui sont des acteurs de référence, puisqu'il y a une source de données qui est produite par The Economist, il y a une source de données qui est produite par le Forum mondial. Il y a la Freedom House aussi qui produit une partie des données. Il y a le World Justice Project qui est aussi une source de données. Donc en fait, l'IPC, si vous voulez, c'est l'agrégation d'un certain nombre de sources de données qui permettent de capturer le phénomène, enfin la perception de la corruption dans toutes ses dimensions,
donc à la fois dans tout ce qui concerne les atteintes à la probité, mais aussi ce qui concerne les détournements de financement public, mais aussi ce qui concerne l'influence indue. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un indice qui agrège plusieurs indicateurs de référence, plusieurs sources de données de référence qui sont produits par des acteurs de confiance et qui donnent ce calcul de l'indice de perception de la corruption, sachant que, comme je le disais en introduction, ce que capture cet indice de perception de la corruption, c'est à la fois la perception des pratiques corruptives entendues au sens large et la perception de l'existence de mécanismes de prévention de la corruption. Je vois que du coup, alors il y a une question sur la date de création. Ah pardon, Patrick, allez-y. Ouais. Peut-être ajouter quelque chose. Le seul indice qui intègre l'opinion des décideurs économiques, c'est le World Economic Forum. Hein. Les autres sont des indices complexes qui sont produits selon des méthodologies très, très élaborées. Et donc, c'est essentiellement du qualitatif. Hein. C'est pas des éléments quantifiés. Et donc, la date, ça dépend en fait des indices. Mais en moyenne, tout ça, c'est entre été et automne. Et donc, ça reflète effectivement des phénomènes qui se sont passés dans chacun des pays concernés. Donc, encore une fois, c'est bien des experts et des décideurs des pays qui n'appartiennent pas à la France, qui jugent la France. Hein. Donc, pour le cas de l'espèce, c'est bien ça. Et c'est important parce que ça peut avoir un impact aussi sur la notation du risque pays. Enfin, c'est en tout cas un indice qui peut être pris pour la notation du risque pays, ce qui a un impact du coup économique direct avec du coup des conséquences sur les investissements de certains acteurs économiques sur le sol français. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations? Oui, bonjour. J'aurais aimé savoir, est-ce que l'AFA a réagi du coup à cette sortie d'indice ou pas encore? Non, l'AFA n'avait pas de raison de réagir. Elle fait son travail, et notamment ce que Florent a évoqué sur l'analyse des décisions de justice. C'est un travail qui n'avait pas été fait jusqu'à présent. Donc, elle a considéré qu'elle n'avait pas de raison de se manifester à cet égard, et le gouvernement ne s'est pas manifesté non plus vis-à-vis de ce résultat. En revanche, l'ensemble des médias a très bien rendu compte de ce résultat, et donc dans les journaux, les radios et télévisions, les réseaux sociaux, on a parlé de cet indice. Merci. La seule réaction qu'il y a pu y avoir effectivement de l'AFA, c'est dans le cadre d'un article qui vient de sortir hier, il me semble, d'Alternative économique, qui a interrogé, qui a essayé de confronter les résultats de l'indice de perception de la corruption au constat de l'Agence française anticorruption. Et donc, du coup, ils discutent de manière assez fouillée cette distorsion, les convergences et les distorsions qui peuvent exister entre perception et manifestation de la corruption. C'est un article intéressant que je vous recommande si jamais vous l'avez pas vu passer. Merci, très clair. Un bref retour sur le sujet climat. Alors, pour être assez synthétique, ce que le mouvement Transparency International a essayé de prouver et de montrer, c'est la corrélation qui existe, la corrélation très forte qui existe entre le score sur l'indice de perception de la corruption et les différents indicateurs qui mettent en valeur du coup la politique environnementale des États et la capacité à lutter contre le changement climatique. Et donc il y a globalement une corrélation très forte entre l'IPC et ces indicateurs-là, ce qui montre bien que un des principaux leviers pour agir sur le plan climatique, c'est aussi la lutte contre la corruption. Et ça, c'est un des messages forts du coup
du rapport, le mouvement identifie 4 canaux par lesquels la corruption a un impact sur l'action climatique. Le premier canal, c'est du coup le détournement ou la mauvaise gestion de financement climat. On a entendu parler enfin, de plein d'affaires. En France, il y a les questions autour de MaPrimeRénov' qui sont un vrai sujet. Le deuxième canal, c'est l'influence indue de certains groupes qui vont influencer le contenu des politiques publiques et qui vont réduire en gros l'ambition climatique des politiques publiques. On a en tête enfin, voilà, un certain nombre d'épisodes. Nous, on s'est pas mal mobilisé au niveau de Transparency International France au moment de la COP pour qu'il y ait du coup une transparence totale sur la composition de la délégation française dans le cadre de ces négociations climatiques pour éviter justement ce phénomène d'influence indue. Le troisième canal par lequel la corruption peut impacter du coup l'action climatique, c'est la corruption, on va dire, de proximité ou classique, c'est-à-dire le fait d'obtenir une décision favorable d'un décideur en proposant une contrepartie, ce qui peut du coup engendrer soit la délivrance d'une autorisation pour un projet qui est défavorable à l'environnement, soit au contraire la suspension d'un projet qui est favorable à l'environnement par cette action de proximité. Le quatrième canal, c'est toute cette dynamique de criminalisation ou de silenciation des activistes pour le climat. Donc voilà en gros les 4 canaux qui sont identifiés et qui expliquent la relation entre corruption et action climatique. Et donc du coup, le mouvement Transparency International formule un certain nombre de recommandations pour essayer de remédier à cette situation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, merci pour la présentation, Yanis Venling. Je voulais juste savoir si du coup, à l'occasion de la réalisation de ces travaux, ça allait alimenter des réflexions internes à Transparency sur une évolution du cadre juridique actuel dans le cadre du dispositif prévention et lutte contre la corruption. Je peux peut-être commencer à répondre là-dessus. En fait, notre première préoccupation, elle est vis-à-vis de ce qui se passe aux États-Unis, hein, parce que c'est une menace quand même très, 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 très forte. Comme ça a été dit tout à l'heure, le FCPA, pour le moment, il est suspendu. Donc, c'est une législation qui remonte à 1977. Et la nôtre s'est élevée au niveau équivalent celui des États-Unis en 2016 avec la loi Sapin 2. Donc, c'est une suspension. Il y a des instructions en fait qui ont été données au procureur de la République, ce qui n'est pas possible en fait en droit américain. Ce qui explique que à partir de là, ils ont fait une deuxième disposition qui a été suspendre la loi. Et donc, les conditions dans lesquelles s'applique ou non la convention de l'OCDE se trouvent aujourd'hui posées. Donc, c'est vraiment ça notre préoccupation principale. Donc, nous sommes en rapport très, très concret avec l'AFA, la DG Trésor, le Quai d'Orsay, pour essayer de voir l'appréciation que ça porte. Évidemment, ça va être un des sujets centraux du groupe de travail qui précède le groupe de travail sur la mise en œuvre de la convention de l'OCDE, qui précède le forum des 26 et 27 mars, forum où c'est le mouvement Transparency International qui s'exprime par la voix de François Valérian, son président. Voilà, donc au groupe de travail, on mettra en demeure le représentant des États-Unis, de savoir quelle attitude il a vis-à-vis de la mise en œuvre effective de cette convention. Ce qui est sûr, c'est que le président Trump, de longue date,
considère que cette loi est abominable et qu'il faut évidemment la mettre entre parenthèses et voir l'abroger. Donc ça, c'est le contexte. Alors, par rapport à notre situation en France, compte tenu de cette dégradation, c'est d'abord de populariser l'effectivité du constat que la justice passe. Et on espère évidemment qu'il y aura des condamnations, mais la justice est passée, y compris vis-à-vis d'ancien président de la République. Donc ça, c'est un élément qui est quand même très, très positif. Et donc, il y a besoin de parachever l'indépendance des procureurs de la République pour qu'ils puissent exercer pleinement leurs prérogatives en tant qu'autorité de poursuite. Le deuxième aspect, c'est en fait de montrer qu'on a besoin de travailler sur cette nouvelle dimension de la corruption de niveau ordinaire et que donc dans le secteur public, il y a besoin d'avoir une réactivité beaucoup plus grande par rapport à des phénomènes qui mettent en difficulté des agents, en général de catégories, il ne faut pas des cadres, et donc d'avoir un système d'alerte qui permette réellement leur permettre d'exprimer qu'ils sont en difficulté et d'en tirer les conséquences. Et donc de ne pas minimiser tout élément qui montrerait que ça n'existe pas. C'est ce que j'ai essayé de dire dans l'acteur public, c'est-à-dire pas d'omerta. Et donc besoin d'accroître la formation des cadres, des agents, pour qu'ils comprennent bien que dans certaines situations, ils ont un devoir d'alerte absolu, de façon à ce qu'ils ne soient pas, s'ils sont en difficulté ou s'ils ont une information comme quoi leur collègue est en difficulté, qu'ils ne soient pas désemparés. Et donc, l'urgence de l'effectivité de l'alerte est un point évidemment essentiel. Pour le reste, il faudra veiller à ce qu'il n'y ait pas d'échappatoire, et donc il ne faut pas que vienne dans l'idée qu'il faut détricoter la législation actuelle. Au contraire, il faut essayer de la conforter. Voilà, donc en substance, les premières réactions que nous avons sur ces sujets-là. Bon. Du coup, pour compléter les propos de Patrick, vous l'avez peut-être vu dans le cadre un petit peu de communiqué de presse qu'on a envoyé, il y a effectivement 4 propositions un peu structurantes qui sont formulées. La première, c'est vraiment d'avoir une politique publique qui soit ambitieuse. On est toujours en attente du plan pluriannuel national de lutte contre la corruption. Et donc, on espère que, du coup, d'une certaine manière, ces nouvelles-là vont faire réagir et du coup pousser les pouvoirs publics à publier ce plan national pluriannuel et à mettre en place une véritable politique qui soit portée par le Premier ministre et pilotée à un niveau interministériel. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça rejoint effectivement ce que disait Patrick sur le fait de donner les moyens à la justice de fonctionner, donc renforcer les moyens de la justice et travailler à cette question de l'indépendance de la justice, enfin conforter l'indépendance de la justice et aligner le statut des magistrats du parquet sur les magistrats du siège. La troisième proposition, elle est en lien avec l'influence indue et le lobbying, puisqu'on a vu que c'était un sujet. On réfléchit actuellement, on va probablement publier là dans les prochaines semaines une étude pour mettre en valeur l'asymétrie des initiatives d'influence qui sont engagées auprès des décideurs, pour montrer que les décideurs n'ont pas nécessairement accès à une expertise et une contre-expertise sur un sujet donné. Voilà, donc ça c'est une source de réflexion. Et puis on a aussi, on est en train d'avoir un grand chantier là-dessus, un chantier qui concerne le financement de la vie politique, avec un certain nombre de propositions sur lesquelles on va travailler, puisqu'on l'a vu, un certain nombre de grands
de grandes affaires politico-financières sont en lien direct avec les campagnes. Et donc, du coup, on a à cœur de proposer des propositions pour essayer de remédier aux problèmes. Vous le savez probablement, on est actuellement partie civile dans le cadre du procès des financements libyens aux côtés de Sherpa et d'Anticor. Et c'est une manière aussi pour nous de pouvoir défendre ces propositions-là. Pour vous donner rapidement une idée des initiatives qui sont en cours et qui nous permettent enfin, de réagir aussi à cette situation, il y a plusieurs travaux, notamment au niveau parlementaire, qui ont été engagés sur des sujets qui sont en lien avec cette question de la corruption. On s'est impliqué notamment et on a réussi à engager des évolutions législatives qui concernent la lutte contre le blanchiment dans le cadre de la proposition de loi sur le narcotrafic. On va être entendu, enfin Patrick du coup une personne de l'équipe vont être entendus dans le cadre de la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance financière. Donc on fera aussi part de nos propositions dans le cadre de cet échange-là. Et puis, il y a une série de projets de loi qui arrivent en discussion et sur lesquels on espère faire valoir nos propositions pour remédier au constat du coup, qui relève de l'IPC. Alors, la remarque qui a été faite dans le chat par Jérôme Deschênes est tout à fait juste. Hein. On est évidemment très, très désireux d'échanger sur cette problématique de statut du DGS à hauteur des standards européens, ceci par rapport aux élus. Et donc, oui, ça, c'est vraiment un sujet qu'il faut essayer d'approfondir. La culture de l'alerte, elle existe, mais elle n'est pas encore à hauteur de ce qu'elle devrait être. Et on sait aussi qu'on a travaillé sur la protection des lanceurs d'alerte, hein, parce qu'ils sont souvent, quand ils cherchent à alerter, ils ne sont pas entendus et il y a des comportements qui consistent en fait essentiellement à les empêcher de s'exprimer. Ces situations ne sont pas du tout acceptables. Voilà. Et ouais, plus on est réactif, plus tôt on identifie le phénomène de corruption. Je prends un exemple assez récent. Le procureur de la République de Grenoble a mis en examen en début décembre dernier, 5 ressortissants algériens qui se livraient à un trafic de faux papiers qui avait en fait incrusté, pénétré la préfecture. Voilà. Et donc le statut d'un titre de séjour de 10 ans, ça valait 30 000 euros. Voilà. Et ça, on a mis en fait beaucoup de temps à le détecter. Donc c'est une priorité absolue. Il faut que dans l'ensemble des acteurs publics, la culture de l'alerte soit effective et qu'on fasse toute l'information nécessaire, toute la sensibilisation sur le fait qu'on est tous collectivement concernés par la prévention de la corruption. Bertrand ? Oui, je vous remercie pour toutes ces interventions et je vous prie de m'excuser parce que je suis arrivé très en retard. Donc, je m'excuse par avance si d'aventure je reviens sur un sujet qui a déjà été traité. Je dois vous avouer que je n'ai pas bien compris le lien de corrélation qui était établi entre les questions climatiques et environnementales d'une part et la question de la corruption. Je voulais verser une réflexion, ou partager une réflexion. Parce que, comme on parle de vraiment de la perception de la corruption, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de citoyens lambda qui basculent dans des stratégies non coopératives parce que ce qu'on leur demande leur semble inaccessible, à raison ou à tort. Mais en tout cas, c'est perçu comme inaccessible et que ça a un écho aussi, nous, dans notre fonctionnement des collectivités,
avec un tas de réglementations qui nous divertissent et qui nous éloignent des préoccupations de régularité. Je vais essayer d'illustrer mon propos. Si on regarde la commande publique, on sort de presque 15 ans où on nous parle de critères environnementaux, de spécifications environnementales, de clauses environnementales, dont certains sont nés à l'initiative de la Convention citoyenne, comme les critères environnementaux, qui, de mon point de vue, n'apportent strictement rien au code de la commande publique et d'un point de vue environnemental, j'entends, n'apportent rien d'un point de vue environnemental, et qui ont conduit même, je dirais, à fragiliser certaines bases réglementaires de transparence et de garantie de traitement de façon égale de l'ensemble des soumissionnaires. Ça, c'est pour le fonctionnement des services. Mais si on regarde les citoyens plus généralement, on met en place de plus en plus des collectes incitatives. Alors, j'en parle d'autant plus calmement qu'elles n'existent pas sur la métropole de Lyon. Et on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui refusent ce système et qu'ils basculent dans l'irrégularité, l'illégalité, dans le dépôt sauvage, dans la non-coopération. On a ce même mouvement pour toutes les zones à faible émission, pour l'ensemble des personnes qui ne sont pas en capacité de changer leur voiture, et que je trouve qu'il y a en fait une tendance à faire basculer à la fois les services et à la fois les citoyens vers des stratégies qui sont des stratégies de non-coopération et de non-régularité assumées, complètement assumées, y compris parfois de la part de la sphère administrative et de la sphère élective, parce qu'on a une législation qui pousse incidemment les personnes à aller dans cette direction-là. Et on voit qu'à côté de ça, on a des logiques qui sont très très peu punitives face à des actions qui se veulent d'alerte contre, je dirais, la dégradation climatique, que ce soit en bloquant des routes, que ce soit en lançant de la soupe sur des tableaux de maîtres, et que c'est plutôt mal perçu par une partie de la population qui se sent au contraire complètement décomplexée d'agir de façon non conforme à la règle et de façon délibérément polluante. Et je pense que dans l'indice de la perception de la corruption, il y a vraiment une dynamique sociétale autour de cela. Pour essayer de vous apporter peut-être quelques éléments d'éclairage par rapport à cette relation qui vous semble un peu entre perception de la corruption et exigence environnementale, dans une certaine mesure. Alors, peut-être deux éléments de réponse. Après, je n'ai pas nécessairement une explication complète, mais premièrement, là, on parlait de la corrélation à l'échelle mondiale, et vraisemblablement, la causalité, ou en tout cas la corrélation que vous mettez en avant, elle vaut peut-être à partir d'un certain seuil d'exigence environnementale. C'est-à-dire que là, vu le panel, on est aussi avec un certain nombre de pays où on n'a pas du tout atteint le seuil d'exigence environnementale qui est celui de la France. Et du coup, il n'y a pas nécessairement ce retournement que vous mentionnez de stratégie non coopérative, etc. Donc ça, c'est la première explication. Le deuxième élément, c'est que, comme on le disait, l'indice de perception de la corruption, il capture pas nécessairement la perception des citoyens en matière de corruption, puisque c'est principalement des experts et des dirigeants d'entreprise qui répondent. Et donc, du coup, ça explique aussi potentiellement l'écart par rapport à vos constats. En tout cas, c'est deux explications, moi, qui me viennent à l'esprit pour essayer de répondre à vos constats. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce constat, qui est que, en fait, les engagements qu'ont pris les politiques vis-à-vis du changement climatique ont été d'abord des effets d'annonce, sans réaliser ce que ça voulait dire pour chacun des secteurs concernés, à commencer par le bâtiment, les transports, et donc aussi le français de base. Et on a fixé, on s'est gargarisé que voilà, on allait à échéance 2035 passer à la voiture électrique. C'est en fait ce contre quoi la nouvelle administration de Trump
s'élève. Hein. Il faut bien voir, c'est contre ça. Or, pourtant, le contexte climatique est là et les liens qui existent entre la corruption et le contexte de changement climatique sont, je crois, bien décrits dans le rapport. Pour nous, c'est quand même l'attention à ce que les fonds publics aillent aux bons endroits. Et donc, de ce point de vue, la manière dont MaPrimeRénov' a été mise en œuvre avec des intermédiaires qui n'avaient aucune expertise en matière de maîtrise énergétique, qui se sont ingéniés en fait à gérer l'avantage fiscal à leur bénéfice. Et donc, ça a fait des détournements de fonds publics importants. Et pour une efficacité qui était évidemment voisine de zéro. La réaction qu'on a faite, moi j'ai évidemment tout à fait en mémoire la taxe carbone. C'était une idée technocratique tout à fait séduisante, sauf que elle n'a pas été supportée par les Français qui justement ont besoin de leur voiture pour pouvoir aller au travail. Voilà. Et donc on doit avoir une modestie en ce qui concerne l'affichage des objectifs. Il faut toujours réaliser que l'obligation, tout le monde ne peut pas la supporter. Et donc, il doit y avoir des politiques d'accompagnement, il doit y avoir des politiques qui permettent de compenser des pertes de revenus si celles-ci se produisent. Donc, on a une grosse réflexion à avoir sur l'efficacité de notre politique de changement climatique. Et ça, évidemment, ça dépasse le cadre de la problématique de la lutte contre la corruption. Alors, les comportements de révolte, il faut essayer de les anticiper, de les prévenir. Donc, pédagogie dans les choix de politique publique. Deuxièmement, il faut pouvoir les sanctionner quand c'est une atteinte inadmissible au bien. Mais on sait bien que quand les agriculteurs déversent leur purin auprès des préfectures ou incendient des bâtiments publics, l'opinion publique est avec eux, et donc la réaction sera en général extrêmement mesurée, extrêmement prudente. Voilà, donc je crois qu'on a besoin d'avoir une vraie réflexion sur comment on met en œuvre cette politique publique. Il ne faut pas que ça soit décidé sans les collectivités territoriales. Or, ça a été quand même des choix qui ont le plus souvent été faits sans considération de l'ensemble des acteurs publics. Voilà, donc je suis d'accord avec vous sur le constat qu'on a beaucoup d'enseignements à tirer de la manière dont nous avons mis en œuvre notre politique climatique. On ne vous entend pas, Florent. Peut-être Pardon, si. désolé. J'allais dire que je pense que comme on a un petit peu dépassé l'horaire, il est temps de clôturer cette session, à moins qu'il y ait une toute dernière question. Mais sinon, il est temps pour nous de vous remercier vraiment chaleureusement pour ce webinaire. Comme on l'a indiqué en tout début de webinaire, on va essayer de remettre en place aussi des webinaires un peu d'ouverture au-delà des réunions qui peuvent exister au niveau des deux forums pour pouvoir du coup échanger sur les enjeux de corruption au sens large, voilà, au-delà des questions plus opérationnelles qui sont abordées dans les forums. En tout cas, merci à vous, si vous me Patrick. permettez juste de conclure, c'est une raison supplémentaire pour aider Transparency International France dans son combat, car nous sommes dans une période où il n'est pas facile de financer notre action collective. Et donc, voilà, ayez en tête cela, en relayant notre action, en venant nous rejoindre en adhérant en direct si vous ne l'avez pas fait, en répondant à nos appels à dons.
Voilà, ce sont des ressources qui seront très précieuses pour améliorer notre expertise, notre capacité d'ester en justice, et notamment dans les contentieux, et d'accompagner du mieux possible les acteurs publics et privés dans cet enjeu qui est évidemment essentiel, qui est la maîtrise de nos choix et en évitant toutes les dérivations qui seront évidemment d'abord et avant tout une mauvaise utilisation des concours publics. Merci. Merci. Merci Merci beaucoup. à vous.